Bonjour à tous et à toutes et à ceux entre les deux. Bienvenue à un nouvel épisode de La grosse maladresse. Puis l'autre, là. Aujourd'hui, on fait un nouveau top 10. Top 10 de quoi, vous me demanderez? Ben oui, vous l'avez vu dans le titre. Un top 10 des séries de livres. Et bien sûr, pour pouvoir faire un top 10 de séries de livres, je dois avoir un invité qui lit autant que moi, évidemment. Et donc, on va avoir notre invité de la semaine et on lui pose la question qui tue. T'es qui, toi? Je suis le propriétaire d'un chat récalcitrant. Oui, on entend ça un petit peu, là. Miaou, miaou. Qu'est-ce qu'elle a, qu'elle miaule de même? Elle veut de l'attention Tout le temps. tout le temps? Ah oui, c'est elle. Là. C'est Ouais, celle là, qui est comme Ah, donne-moi de l'attention. ouais. Une, Mais je une- te une comprends. vraie, une vraie femme de privilège. Une des nôtres, là, elle, quand elle veut de l'attention, ce qu'elle fait, c'est qu'elle se met à courir partout dans l'appartement, elle nous saute dessus. J'imagine que de se faire juste miauler après, c'est quand même un petit peu mieux. Ben écoute, je pense qu'il faut que tu considères les perspectives de mettre ton chat sur Ninja Warrior, genre. Pour vrai, oui. Là, écoute, des fois, elle a peur à courir, elle prend un jump sur mon ventre, mais en prenant le jump, elle me fait des griffures sur le ventre. Fait que c'est comme Ouf. si c'était un ninja qui venait de me sauter dessus pour m'attaquer avec un couteau, puis se sauver après, genre. Donc, c'est une ninja efficace. Oui, elle est vraiment efficace. Mais bon, là, Revenons à nos on pages. va couper les griffes avec des coupons parce que ça commence à être vraiment intense, son affaire. Là. Mais revenons à nos moutons. Mhm. Dans le cas de nos livres. Eh bien, oui. Donc, on va juste aviser tout le monde qu'on s'est mis quelques règles. Donc, ça devait être des séries de livres qui avaient au minimum 3 livres. On n'était pas obligé d'avoir fini de lire la série au complet et ça devait juste être, dans le fond, des séries de livres là, Qui qu'on nous met ont dans notre marqué. top 10, qui nous ont marqués. C'est ça, exactement. Donc, le top 10 combat. Et là, je tiens à vous aviser que moi puis Jonathan, on a quand même des goûts un petit peu différents au niveau lecture. Et aussi, Jonathan préfère lire en anglais la plupart du temps, je crois. Ben, ça dépend, ça dépend. C'est juste que j'ai l'impression que des fois, je perds de l'humour dans, dans la traduction. Moi, j'ai tendance à lire en français juste parce que genre, je vais écouter la télé en anglais. Je vais écouter mes séries télé en anglais, je vais jouer à mes jeux vidéo en anglais, mais quand il arrive à lire, quand je lis en anglais, on dirait que j'arrive moins à Hmm. embarquer dans l'histoire, je ne sais pas pourquoi. Et oui, j'ai eu le commentaire par certaines personnes comme de quoi que je me raclais la gorge beaucoup euh, durant les épisodes du podcast. Et oui, c'est vrai. Donc, ce que je vais tenter de faire, je vais tenter de me muter quand j'ai envie de me racler la gorge et de les enlever le plus possible dans mes édits. Par contre, ça se peut qu'il reste ceux qui font que ça, pour ne pas couper des bouts de conversation importants, évidemment. Euh, mais c'est effectivement une habitude dont j'essaie de me débarrasser. C'est un petit tic que j'ai, mais on va essayer de faire en sorte que ça paraisse plus trop. Tu vas Donc, pouvoir te faire un super cut de toutes les fois que tu te raclais la gorge si tu les édites out. écoute, sérieux, là. Puis pour être honnête, là, écoute, des fois, je m'en rends même pas compte Hmm. que je le fais, là. C'est vraiment intense, là. Mais bon, sur Bon. ce, on va commencer tout de suite parce que on a beaucoup. Est-ce que tu veux commencer? Euh, sure. Allons-y. Euh, je vais y aller donc avec mon numéro 10. Euh, 10 pour pas tant de raisons spécifiques, aussi bien que dans la liste de choses que j'ai ici, c'est celle qui a été comme relativement satisfaisante et insatisfaisante. A Song OK? of Ice and Fire, la série de livres à propos de Game of Thrones. Euh, 10 de un parce que la série télé m'a comme fait prendre une débarque, là. Mais aussi parce qu'elle est juste interminable, là. En fait, j'ai rentré dans la série de livres très, très, très après le party, puis me rendre compte que le party n'était même pas encore fini. Euh, Ouais. par contre, euh,
je sais il y a beaucoup, beaucoup de séries de livres qui vont créer un monde fantastique puis avec comme plein de relations importantes puis tout, puis de personnages à se rappeler. Par contre, je trouve que Song of Ice and Fire, ça a été la série que j'ai vraiment accroché. Tu sais, j'ai pu digérer toutes ces relations-là. J'ai trouvé il y avait beaucoup de merveilles, puis de traîtrises, puis en tout cas, moi, j'ai trouvé ça comme très, très bien. Puis, je Un veux dire, peu, la plupart du un, monde aussi. un peu comme Le Seigneur des Anneaux, mais en moins hardcore. Oui, parce que je trouve que Le Seigneur des Anneaux relativement se prend moins au sérieux que A Song of Ice and Fire. Puis je trouve que Le Seigneur des Anneaux, en se prenant moins au sérieux, est capable de prendre en charge des sujets qui sont beaucoup plus lourds. OK. Mais moi, j'ai pas lu Song of Ice and Fire du tout, les Game of Thrones. De un, parce que je trouvais que c'était un gros investissement, puis c'est pas encore fini. Puis je vais être honnête, après la saison 3 de Game of Thrones, j'ai quand même été fed up de la série télé. J'ai débarqué. Fait comme, je C'est sais pas. beaucoup. Mais, tu sais, mais en même temps, tu sais, ça peut pas être si mauvais que ça là, avec la série télé qu'ils ont faite, tu sais, je veux dire. Mhm, mhm, mhm. Il faut dire que les livres m'ont fait une meilleure impression que la série télé en tout et pour tout, par contre. OK. C'est pas trop pire. C'est bon. Non, mais je Ouais. pense que c'est un bon choix. Je veux dire, je ne l'ai pas lu. Fait peut-être que si je l'avais lu, je serais comme Joe, t'as des goûts de merde. Tu sais Ben, que j'aime ça, dire ça, que t'as des goûts de merde dans la vie, hein? la violence envers les femmes est vraiment un goût de marde dans cette série-là. Par contre, c'est vraiment Ah. très bon. Ben, il y Très a bon. beaucoup de fanservice misogyne, j'imagine, là. Parce qu'il y en a quand même un peu Ouais, aussi dans la série télé, là. ouais. Il y a beaucoup, beaucoup de misogynie qui est représentée comme étant de son époque, même si c'est une époque qui n'a pas existé. Tu sais. Je vais y aller avec mon numéro 10. Vas-y! C'est un stretch de dire que c'est une série de livres parce que ça englobe un peu deux séries de livres. Une qui est la version francophone, puis l'autre qui est la version anglophone. Euh, les livres Frisson puis Fear Street. Je La savais que tu allais raison, faire ça. la raison pour laquelle j'ai pris ces livres-là, exactement, c'est surtout parce que les livres Frisson, ce sont les premiers livres que j'ai lus dans ma vie. Puis, dans le fond, les Fear Street, la raison pour laquelle je parle des Fear Street aussi, c'est que les Fear Street sont quand même 25 des livres frissons, euh, dans le sens où ils ont pris beaucoup de livres de la collection Fear Street pour les transformer francophonement en livres frissons. Et les livres frissons ont eu un reboot dernièrement, mais ils font ça différemment. Là, maintenant, c'est 100% écrit par des Québécois. Donc, c'est quand même une nouvelle mouture là, de livres frissons. C'est quand même intéressant, mais un peu moins hardcore que ça l'était à l'époque. Moi, j'aime mes affaires un petit peu plus hardcore, même quand j'étais jeune. C'est plus Mais radouci, genre? ouais, c'est plus radouci. Tu vois que on prend nos enfants de cette génération-ci, prend nos enfants, on donne moins de liberté goresque à nos enfants de maintenant qu'à nos enfants d'auparavant. Ouais. On traite l'imaginaire de nos enfants avec plus de tendresse, c'est ce que je t'entends dire. Oui, exactement. Sauf que moi, je ne le ferais pas parce que, Tu veux. écoute, j'ai été traité avec dureté au niveau des films d'horreur, des livres d'horreur, et je suis quand même une très bonne personne aujourd'hui. Et c'est ça. C'est des tueurs en série qui ont bercé ton enfance, toi. Exactement. La main qui berce l'enfant, là, c'était Jason Voorhees, tu sais. Puis l'autre main était griffue. C'est ça, exactement. Est-ce que tu es prêt pour embarquer dans ton numéro 9? Numéro 9, Artemis Fowl. Euh, Ça, j'ai trouvé que c'est une série en fait que tu m'as fait découvrir, de un, merci. J'ai trouvé ça juste vraiment bien. Un nouveau regard à des créatures fantastiques qui sont comme très connues, mais qui, je sais pas, j'aime beaucoup l'idée que comme, oui, tu sais, c'est une série où est-ce qu'un monde fantastique se cache et tout, mais en tant que tel, je trouvais ça vraiment cool que le monde imaginaire soit quasiment plus avancé que le nôtre, même si c'est des Oui. créatures qu'on voit comme étant primitives dans notre tête. Puis je trouve que comme
chaque personnage, même si c'est plus pour un lecteur plus jeune, chaque personnage avait une tête, ses épaules, chaque personnage avait comme ses valeurs, tout était, tout fait du sens. Puis même dans les bouts où est-ce que genre ça fait pas de sens. Tu sais. Puis le fait que Artemis Fowl, en tout cas, moi je vais dire Fowl parce que c'est F puis Owl, fait que je vais dire Artemis Fowl. Ben, c'est ça. En tout cas, bref. Artemis, lui, là, ce petit gars-là, en plus, genre, il est comme un esprit diabolique. C'est comme l'anti-héros par excellence. Oui. Et s'il vous plaît, si vous avez vu le film et que vous n'avez jamais lu les livres, basez-vous pas sur le film. Le film, c'est de la grosse marde. Genre comme le film, là, il est à hauteur du plancher, puis les livres, c'est comme le plafond, là. C'est la différence entre les deux. Là. Écoute, premièrement, écoute, ils ont tué la mère, puis évidemment, parce que c'est Disney qui l'a fait, la mère ne pouvait pas survivre. Puis le père qui est comme. Tu sais, genre, il n'arrête pas de dire on est diabolique, le père est diabolique, le fils est diabolique. Excuse-moi, dans le film, là. Rien fait. Il n'a rien fait de diabolique de tout le long du film, ni un ni l'autre, là. Non. Mais ils sont diaboliques. Ouais. Sont juste riches puis à la TV. C'est ça, exactement. Non, dans les livres, Artemis, on va le dire de même, c'est un petit calice. Là. Oui, vraiment. Là. C'est Denis la menace, mais comme fois 1000 avec du cash. Puis super intelligent, puis que ça ne dérange pas de tuer des gens. Ouais, vraiment pas. Tu sais, je veux dire, on est loin là, du film. Ah, excuse-moi, le film m'a pompé. C'est correct. Non, mais je suis d'accord avec toi. En fait, le film a tellement dilué beaucoup des forces des livres au point où est-ce que comme c'était quasiment plus un film. J'ai l'impression qu'ils ont fait un film plus pour faire genre, oh, voici ce que les effets spéciaux peuvent faire avec le film, plutôt que voici ce qu'on peut faire avec l'histoire. Oh mon Dieu. Puis ils font l'histoire du premier livre en la changeant pratiquement complètement pour que ça fasse plus de sens. Mais c'est l'histoire du premier puis, livre. Puis là, la fin du deuxième est comme greffée dessus. Genre. La fin du deuxième livre est greffée dessus, genre en 5 minutes. Puis j'étais comme, oh, OK, excuse-moi. On ne parle pas de film, on parle de livre. Oui. Passons à ton numéro 9. Oui, mon numéro 9, je vais y aller avec 16 lunes. Oh oui! J'avais entendu parler de ça. Ils ont fait un film là-dessus aussi. Oui, le film, encore une fois, qu'il ne faut pas se baser pour lire les livres. Okay, 16 lunes, en gros, c'est l'histoire d'un gars bien ordinaire qui vit dans une ville. C'est un gars qui est intelligent. C'est le genre de gars de 16 ans que tu sais qu'il va devenir quelque chose. Il est intelligent, il lit beaucoup, il aime la littérature, il est versé dans les livres. Et il rencontre une fille qui s'avère être une sorcière qui va avoir ses 16 ans, d'où le 16 lunes. Dans cette famille-là, dans le fond, la journée de tes 16 ans, il y a une espèce de phénomène qui se passe, puis la lune décide si tu vas être une white witch ou une witch noire, genre, ou une black witch. Mm-hmm. Puis dans le fond, c'est à elle de passer à ce niveau-là, tout ça, puis tu sais, comme elle veut pas, puis là, tout ça. Mais le personnage principal, c'est le gars, c'est pas elle, tu sais, c'est vraiment lui, tu sais. Je savais pas ça. Oui, dans le livre, c'est le gars, le personnage principal. Puis c'est comment lui l'accompagne là-dedans parce qu'il tombe amoureux. Et ce livre-là parle de littérature, il est intelligent, il y a de la bonne psychologie dedans. Et quand j'ai écouté le film et que j'ai vu que, premièrement, le personnage de Ethan est passé d'un gars intelligent de littérature à le gars le plus stupide que j'ai jamais vu de ma vie. Gars boboche de petite ville, là. Ouais, j'étais pompé, là. Puis, dans le fond, le premier s'appelle 16 lunes. Le deuxième, c'est 17 lunes, 18 lunes, 19 lunes, blablabla. Bla, bla, y a-t-il vraiment un an qui se passe entre tout? Oui. Puis, en anglais, ça s'appelle Beautiful Creatures, je pense. Ouais. Puis, vraiment bon. Écoute, c'est un livre qui j'avais lu après Twilight. J'avais lu Twilight et dans ma tête, ça m'avait vraiment fait comment ça se fait que ce livre-là n'est pas plus populaire que Twilight. Parce que, sincèrement, là, ce livre-là, premièrement, la relation que les deux ont ensemble, c'est comme
beaucoup plus beau, puis beaucoup plus sain que dans Twilight. Mais c'est sûr qu'il y a du drama là, parce que c'est des adolescents. Là. Mais c'est vraiment merveilleux, c'est beau, c'est intelligent, c'est psychologique. Je le recommande fortement. Si vous, dans votre tête, vous n'avez jamais lu Twilight, puis vous dites, ah, j'aimerais peut-être lire Twilight. Non, stop. Allez lire 16 lunes. Vous allez être 2 fois plus entertained. Génial. Bonne recommandation. Je sais. Je suis bon de même des fois. Donc là, on est rendu au numéro 8 pour vrai. Oui. Hey! Mon numéro 8, c'est Twilight. Non, c'est une blague. C'est une blague. Mon numéro 8, en fait, c'est les Hunger Games. J'ai vraiment accroché, en fait, sur les livres. Je pense que j'ai commencé à lire les livres tout de suite après avoir vu le premier film, en fait. Puis, ce que j'apprécie beaucoup des Hunger Games, c'est que les livres et les films sont en concordance. Tu sais à quoi tu peux t'attendre. Tu sais, oui, ils coupent des bouts, mais comme en tant que tel, tout film fait ça. Mais la série, je trouve que ce que j'apprécie beaucoup, c'est que tu entres vraiment dans l'univers de Katniss, puis je pense que tu as beaucoup de meilleure compréhension de l'état de pauvreté dans lequel elle était, puis aussi le débalancement entre d'où elle vient, puis l'environnement dans lequel on la garoche, tant dans l'aréna que dans le monde de riches. Puis je pense que ce qui est très intéressant avec elle en tant que protagoniste, c'est que est très taciturne, elle ne dit pas grand-chose dans la vie, elle donne surtout des regards mauvais. Mais ce qui est vraiment intéressant dans sa tête, c'est de voir à quel point tout est en nuance. Toutes ces réservations puis ces silences ont une explication face à sa peur par rapport au monde qui la menace, mais aussi juste à ses insécurités en général. Puis je trouve que à travers les livres, tout culmine à quelque chose de franchement intéressant. Puis je trouve que j'évite les spoilers en disant que c'est une des premières séries de livres que j'ai vues qui n'avait pas nécessairement une fin toute heureuse. Puis j'ai trouvé ça quasiment confortant, en fait, il y a un confort à trouver dans une fin qui n'est pas heureuse, mais qui finit quand même bien. Puis c'est une joie que j'ai trouvée dans les Hunger Games. Non, ben tu sais, je vais être honnête, j'ai pas lu les livres. Donc, non, effectivement, j'ai jamais lu les Hunger Games, mais surtout parce que c'est surtout pour une question de temps. Fair. Parce que, je vais être honnête, j'ai vu les films, puis je suis comme, ah, OK, je connais l'histoire, puis j'ai tellement de livres à lire dans ma liste, là, puis dans ma pile à lire, là, que on dirait que j'arrive jamais à me dire comme OK, je vais les acheter parce que je suis tout le temps comme oh non, j'ai autre chose à lire, j'ai autre chose à lire. Puis vu que je connais l'histoire, je pense que ça me turn off un petit peu. Genre. Ça te porte moins à chercher, ouais. Mais c'est quand même quelque chose que je veux lire éventuellement. Peut-être que je vais laisser les films se dissiper un petit peu plus avant aussi là, pour essayer de repartir de zéro sans avoir comme un trop gros background. Là. Tu me diras, puis je les ai encore dans ma bibliothèque. Good. Écoute, pour le prochain, j'y étais avec quelque chose d'un peu différent. Ça s'appelle Les loups de Riverdance. Attends, ça, Riverdance, c'est pas un groupe de danseurs, ça, me semble? Non. Non, Riverdance, ça, c'est une danse irlandaise. Bref, continue. Ah, ça se peut. Mais dans le livre, c'est une ville. Okay. Donc, c'est les loups de Riverdance. Basically, pour ceux qui savent c'est quoi de la bitlit, c'est tout le temps des affaires là, avec des loups-garous, des vampires, des monstres, tout ça. Puis, tu as souvent un personnage principal qui cherche l'amour là-dedans. C'est comme un peu de la chick-lit, là, qui est toujours une femme entre 30 et 40 ans qui cherche l'amour puis qui arrive plein d'affaires. C'est comme la même chose, mais avec des vampires, puis des loups-garous, puis des tout ça, d'où Bitlit. Et ça, c'est la première Bitlit publiée gay que j'ai réussi à trouver. Oh! Oui.
Cool. Parle-moi-en non. Le premier est un petit peu dur à embarquer dedans dans le sens où c'est une prose, puis en plus c'est français, je pense que ça vient de la France, l'auteur est français de France. Ah, Et la prose, c'est pas une prose à laquelle je suis beaucoup habitué. Donc, OK. c'est pas que c'est vraiment différent de tout ça, mais il y a quelque chose d'un peu plus élevé, d'un petit peu plus, je sais pas Le comment rythme est plus dur l'expliquer. à prendre, Oui, genre? exactement. C'est pas, mais c'est vraiment bon, puis tu embarques dans l'histoire. Et ça se passe toujours, il y a toujours un personnage, au moins un des deux personnages masculins, qui fait partie de la meute des loups-garous de Riverdance. OK. Fait que dans le premier livre, c'est l'histoire d'un gars qui tombe en amour du mâle alpha des loups-garous de Riverdance. Dans le deuxième livre, on suit le personnage qui est le fils du mâle alpha. Dans le troisième livre, chaque livre a un personnage principal différent. Chaque livre, c'est une histoire d'amour différente, Hmm. puis avec des personnages différents, tout ça. Mais c'est vraiment intéressant, c'est vraiment beau. Puis il y a toujours aussi une trame dedans qui est comme une histoire, genre avec un gros méchant démon ou un gros méchant ci. Il y a tout le temps un méchant, puis une aventure à faire, puis un gros méchant à tuer. Mais c'est pas là-dessus que l'emphase est mise. L'emphase est souvent mise sur l'histoire d'amour, puis tout ça. Et sérieusement, ce livre-là, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment bon. Mon préféré jusqu'à maintenant, j'ai lu les 4 premiers. Je ne sais pas s'il y en a eu d'autres après, par contre, ça fait longtemps que je n'ai pas checké. Mais pour Mhm. l'instant, mon préféré, c'est le deuxième. Cool. Question de même. Ça veut-tu dire que tous les loups-garous sont gays dans Meurtre? Non, non, tu as des loups-garous hétérosexuels et tout ça. T'en as qui sont bisexuels, tout ça. C'est un peu compliqué. Puis même au départ, là, comme ça le dit que l'homosexualité n'est pas nécessairement très appréciée dans les meutes de loups-garous normalement. Hmm. Mais justement, c'est que le alpha de cette meute-là, de la façon que lui fonctionne, c'est qu'il accueille dans sa meute toutes les délaissés des autres meutes. Fait qu'il se fait une meurtre d'Oméga, dans le fond. Ben, c'est ça, exactement. Fait qu'il se fait une meute avec des gens qui ont été délaissés pour compte parce que justement, tu sais, puis il y a beaucoup, c'est plate à dire, mais il y a beaucoup d'homosexuels qui se faisaient chier de leur meute aussi. Donc, tu Mhm. sais, c'est une meute qui fonctionne de cette façon-là. Et des fois, ils acceptent des choses qui ne sont même pas des loups-garous, comme des panthères-garous ou des choses comme ça. Fait que, tu sais, comme, il est vraiment très ouvert là, dans ses affaires. Vraiment cool. Je le recommande fortement. Je vais checker ça. Numéro 7. Numéro 7. Ben, mon numéro 7, en fait, c'est mon exemple de traduction, en fait. Tu vois, après, en fait, c'est en lisant la série de Percy Jackson que j'ai fini par me dire, oh, je vais commencer à lire en anglais. Percy Jackson bon, il y a eu des films et tout, là, mais bref. Euh, jeune garçon adolescent qui réalise qu'il est le fils de Poséidon et tout, puis qui doit dealer avec rentrer dans un espèce de camp de vacances pour demi-dieu et tout. En plus de s'embarquer dans une espèce de grand méchant vilain de dieu grec. Puis honnêtement, je trouve que il y a eu beaucoup d'histoires sur les dieux grecs en tant que tels. Par contre, je trouvais que celle-là, encore une fois, venait avec une nouvelle approche, un nouvel angle. J'ai trouvé ça intéressant de voir comment est-ce que comment est-ce que le monde comment cet univers-là pouvait s'installer dans un monde moderne. Puis j'ai trouvé qu'il y avait des choses qui étaient comme assez intéressantes, comme je trouve ça encore très drôle que le dieu des voyageurs, le dieu messager des dieux, whatever, soit genre Hermès. oui, Hermès soit celui qui gère la poste. Je trouve juste ça très drôle. Euh, je trouve juste ça très, 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 très bien fait. Puis, outre ça, en fait, je dirais, là, c'est vraiment là, au niveau de la traduction, pour revenir à ce petit bout-là, là, c'est que la version de Percy Jackson que j'ai lue était traduite en France. Puis, moi, là, les CME 1, 2, PME 3, hey boy, moi, Ça ça mélange, ne hein? vraiment pas d'avoir à comprendre les niveaux d'éducation d'un pays qui ne fait pas de bon sens.
Tu sais, quand il Ouais. faut que tu googles pour savoir, OK, CM1, c'est quoi ça déjà? Ben, c'est ça. C'est déjà que c'est compliqué avec, comme, aux États-Unis, avec les sophomores puis les juniors, puis tout ça. Comme, fait que, à retenir, non, tu sais, moi, y aller avec l'anglais, puis je vais être correct, puis je vais être Mais en capable de même ça. temps, quand ils lisent nos livres québécois, ils doivent se dire la même chose en secondaire. C'est quoi ça, le secondaire? Ben, pas qu'il y ait bien des livres québécois qui fassent ça big, là, mais comme. Oui, ça dépend. Il y en a qui l'ont fait, je suis sûr. Je suis sûr qu'il y a des séries québécoises qui ont fait. Si on a des personnes de France qui nous écoutent, dites-nous c'est quoi les livres québécois qui sont passés du Québec jusqu'à vous. Ça m'intéresse. Oui, Je vais y aller avec mon numéro 7. oui, Je vais y aller avec, on revient dans la littérature pour adolescents, Chérub. Chérub. Oui, Chérub, c'est une série de livres avec un jeune homme qui, à l'âge de 11 ans, se fait recruter dans une agence d'espions spécialisée où que tous les espions, c'est des enfants entre 11 et 17 ans. Et chaque livre, c'est une de ses nouvelles aventures d'espion. Il se fait mettre dans des situations, des villes. Il faut qu'il devienne ami avec des gens ou qu'il découvre des affaires comme ça. Vraiment intéressant. Ça m'a comme. C'est une série de livres que j'ai vraiment embarqué vraiment beaucoup dedans. C'était vraiment le fun de voir parce que, tu sais, les jeunes, ils vont sur des missions vraiment comme bien faites. Puis c'est vraiment des missions. Tu sais, c'est pas des missions boboches, genre retrouver la gomme ballon de telle affaire, mais c'est deviens l'ami du fils du magnat qui veut faire une attaque terroriste sur telle compagnie pour détruire telle affaire. Tu sais, comme c'est vraiment hardcore, là. C'est vraiment sérieux, là. Oui, mais c'est sûr qu'il y a de la comédie dedans pareil. Là, OK. puis c'est vraiment bon. Puis je trouve que le côté spy, le côté action, le côté tout ça est vraiment bien écrit. Puis ce qui est de le fun aussi, c'est de voir la relation entre chacun des personnages aussi, là, de voir le haut placé, de voir ceux qui aident ou tout ça, de voir comme l'espèce de grosse famille qui a été créée dans cette histoire-là. C'est quand même le fun de voir tout ça. Et c'est une série de livres que je recommanderais pour vrai. Même si vous êtes plus qu'un adolescent, là, ça reste bon même en étant un adulte. Là. Puis, il y a combien de livres là-dedans? Il y en a une quatorzaine, je pense. Je ne me rappelle pas exactement. Et il y a eu un spin-off aussi là, qui a été fait qui s'appelle The Anderson's Boy ou quelque chose comme ça. Je ne suis pas sûr d'avoir le titre correctement, mais c'est la même organisation, mais dans le temps où elle a été créée. Cool. Fait que C'est c'est dans de le fond, plus dans les années 50 puis tout ça. Là. ça me rappelle un peu ce qu'ils ont fait avec les films de Kingsman, là. Ouais, un petit peu dans ce genre-là, mais pour ados, mettons. Mhm. Ouais. Et Génial. donc, on est rendu au numéro 6. Oui. Mon numéro 6, un grand classique de littérature que je sais que tu prends au sérieux aussi, Le Seigneur des Anneaux. Oui. Oui. Euh, J'en reviens même pas que je ne l'ai pas mis dans ma liste. Je pense que j'ai tellement essayé d'être diversifié puis d'essayer d'avoir des places diversifiées dans ma liste que je n'ai pas pensé au plus évident. mhm. Tu veux dire le livre vraiment comme super comme précieux que tu as dans ta bibliothèque, tu sais? Exactement. Tu sais, pas le livre que. En tout cas, bref, oui, vas-y. Bref, Le Seigneur des Anneaux, honnêtement, que dire du Seigneur des Anneaux qui n'est pas déjà comme Wow. connaissance générale? Ben, tu ris, mais il y a beaucoup de gens qui ne savent encore pas c'est quoi. Fair. Ben en fait, Le Seigneur des Anneaux. Moi, quand j'ai commencé à vouloir lire Le Seigneur des Anneaux, j'ai commencé par lire Le Hobbit, puis après ça, je me suis enligné sur Le Seigneur des Anneaux. Parce que je ne suis pas mal sûr que c'est l'ordre dans lequel ils ont été écrits, mais bien que les autres. Ça paraît que l'audience pour laquelle Tolkien a écrit les livres sont différents, tu sais. Oui. Parce que le Hobbit, il l'a écrit plus pour pouvoir le lire à ses enfants, tandis que le Seigneur des Anneaux, il l'a vraiment écrit parce que, genre, sa propre expérience pendant la Première Guerre mondiale, tu sais. Oui, Euh, puis Le Seigneur des Anneaux, c'est un épique. oui, vraiment. C'est beau, c'est poétique, c'est des descriptions de personnages
description d'action, c'est dans la prose, une belle prose. Le Mhm. Hobbit, c'est un petit peu plus conte de taverne, genre. Ouais. C'est un gars avec 9 de ses amis nains qui genre, s'en vont se promener dans le bois puis qui se rendent à quelque part. Tu sais. Parce que l'autre, c'est pas mal plus genre représentant de chaque nation qui sont comme super importants puis qui ont comme un gros background puis une grosse charge de responsabilité qui doivent s'unir malgré leurs différences pour être capables de euh, défendre le Trump magique qui vit en arrière d'une montagne. Là. Ouais. C'est vraiment, vraiment merveilleux. Puis, ce que j'aime beaucoup du Seigneur des Anneaux, c'est à quel point ça explore l'humanité, puis comment est-ce que ça... Mais, pas tant l'humanité que genre les différentes... comment je te dirais? Façon J'ai de l'impression que le penser. Seigneur des Anneaux prend différentes valeurs, puis va voir les pour et les contre de chacune de ces valeurs-là. Tu sais, Mais il y les... a une représentation de ce que la société était à cette époque-là, ça c'est sûr et certain. Puis Il ça y se a vraiment. transpose encore aujourd'hui. C'est ça qui est merveilleux dans ce livre-là. C'est un épique. Tu peux pas. Puis, tu sais, je sais que c'est pas tout le monde qui aime lire, puis c'est pas tout le monde qui tripe là-dessus. Mais je pense que ça peut être difficile à lire. Puis il y a des bouts qui sont difficiles à lire dans cette trilogie-là. Mais c'est quelque chose qui vaut la peine de lire une fois dans sa vie. Tout le monde peut en tirer quelque chose. Genre, c'est merveilleux. Puis, honnêtement, les Seigneurs des Anneaux, les films étaient vraiment bons. Par contre, moi, les films, j'ai jamais été capable de les voir. Genre, j'ai essayé de les écouter comme plusieurs fois en anglais, puis c'était juste rendu trop lourd, puis j'ai juste été capable d'écouter les films en français, en fait. Là. Mais si vous arrivez avec ce problème-là, ou est-ce que vous trouvez qu'un film de 3 heures, c'est juste comme absolument comme trop long, puis tout, puis ça peut vraiment être lourd, honnêtement. Je vous recommande vraiment, vraiment fortement de lire les livres parce que les livres prennent, de un, tu peux y aller à ton propre rythme, mais il y a une richesse dans les livres, puis dans la manière dont tout est écrit. Puis, je trouve que c'est impossible de lire Les Seigneurs des Anneaux. Là, je ça de ma place à moi, là, mais je pense que c'est impossible de lire Les Seigneurs des Anneaux sans être capable d'en retirer quelque chose pour soi-même. Amen. Mm. Mon numéro 5, je vais y aller avec, et c'est une série de mangas. Encore une fois, je stretch un petit peu, et ça s'appelle Judge. Judge, basically, c'est des jeunes qui se réveillent, ils sont tous dans une pièce. Il y a des secrets sur chacun des jeunes dispersés un peu partout. Puis c'est tous des jeunes qui ont fait quelque chose de pas correct à un moment ou à un autre, tout ça. Et c'est que dans le fond, à chaque, je me rappelle plus trop combien de temps, mais à chaque certaine période de temps, ils doivent juger lequel d'entre eux va mourir. Et tout le monde vote pour lequel d'entre eux va mourir. Et donc, c'est comme c'est eux entre eux autres qui votent. Celui qui a eu le plus de votes, c'est celui qui va mourir. Genre. Et là, l'affaire, c'est que on pense que tu peux penser que le meurtrier est parmi eux parce que à un moment donné, la personne finit toujours par mourir. Ah. Qui a été voté contre. Donc, c'est comme un peu. C'est un peu weird, c'est un manga, c'est vraiment le fun. C'est la deuxième fois que c'était la deuxième manga de cet auteur-là que je lisais. Je sais qu'il en a fait un autre par la suite, mais celui-là, c'est vraiment mon préféré. Puis je regarde tout le temps si cet autre auteur-là, il va faire d'autres choses parce que la façon qu'il a d'écrire, là, le côté un peu gore, le côté difficile puis dur, là, il va dans les émotions, puis c'est vraiment le fun de voir ça. Et j'ai découvert cette semaine en plus qu'il avait fait un film asiatique. Je ne sais pas si c'est japonais ou coréen, mais en tout cas, il y a un des deux qui a fait le film de Judge, justement, avec live action, avec des vrais humains. Fait que je l'ai mis sur ma liste à voir parce que je veux voir comment ils ont tourné ça en film. Là. Mais vraiment, Judge, très bon. Puis c'est juste 5 ou 6 mangas, puis l'histoire s'arrête. Cet auteur-là, c'est ça qu'il fait. Il avait fait la même chose avec sa série d'avant, Doubt, où c'était 4 mangas, puis ça finissait après. Puis, il fait vraiment des histoires avec un début, une fin, mais sur 4-5 mangas, tout dépendamment. Sérieusement, si vous avez une chance de lire ça, Judge, Doubt, écoutez, excellent. Surtout si vous êtes dans les mangas, là.
Wow. Ben, merci beaucoup pour ta recommandation de décadence adolescente. J'aime la décadence à la base. Fair. Moi, juste dans mes pépites de chocolat. Euh, Numéro 5. 5. Non, on vient de faire le 5. Non. On vient de faire le Non. 6. Oui, numéro 5, j'ai rien dit. Non, on vient de faire le 5. Non. Frisson, 16 lunes, les loups de Riverdale, Chérub, Judge. Oui. 6, On donc est numéro rendu au 6. 5e. Oui, c'est ça. Ah non, on y va en descendant. OK. David, tu ralentis le groupe. Oui. Wow, OK. Tu sais, quand je perds le propre concept de mon émission, ça va bien. Donc, numéro 5. Numéro 5. Mon numéro 5, ce serait la série The Witchers. Je n'ai lu que les 2 premiers livres. Je suis en retard sur le party. Moi aussi. Je les ai toutes. Par contre, honnêtement, comment je te dirais? Pour ceux qui pensaient que Game of Thrones était comme trop lourd dans la politique, je recommande entièrement The Witcher parce que c'est là où est-ce que genre tu retournes plus à un personnage, un homme contre le monde, puis, parle-moi d'un personnage qui est capable d'être misandriste genre haïr le monde sans nécessairement haïr personne. Misanthrope, tu veux dire. Merci, parce que j'étais comme, que se passe-t-il? Oui. Bref. Misandriste, c'est comme misogyne, mais contre les hommes. Ah, peut-être ça aussi. Mais Puis bref. misanthrope, c'est tout le monde. C'est ça. Mais misanthrope, en fait, c'est ça que je veux dire. The Witcher, de un, je trouve que comme, premièrement, dans The Witcher, là, je trouve que je lis cet homme chargé de tuer des bébites puis tout, puis comme, il n'y a absolument aucune créature là-dedans. Ben, je veux dire, pas absolument aucune, mais comme la plupart des créatures sont absolument pas communes. J'ai l'impression que, genre, soit ça vient d'une mythologie qui est peu connue ici, ou c'est juste des bébites qu'il a créées lui-même. Mais la série a été écrite par un Russe à la base, si je me rappelle bien. Polonais. Polonais. Ouais. Excusez. Fait que c'est ça, c'est peut-être genre de la mythologie polonaise, là. Que je connais Mais, pas, c'est ce que je me dis aussi. Là. mais c'est ça. Mais écoute, je suis d'accord avec toi, ces livres-là sont vraiment bons. Puis c'est pas vide de sens. Là. Il y a beaucoup de psychologie quand même entre les personnages, puis qu'est-ce qui se passe. Puis il y a beaucoup la notion de choisir, genre comme entre deux mots, essayer de trouver lequel est le moindre mal. Ils se retrouvent souvent devant ce choix-là à faire. Genre. Ouais. Souvent. Il y a quelque chose d'un peu moins optimiste. Il y a un peu beaucoup de, pas de négativisme, mais de, c'est un peu dark quand même, c'est un peu lourd, mais c'est quand même quelque chose de super beau parce que tu vois qu'il care même s'il essaye de faire semblant que non. Mais c'est ça. Puis je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de nuances dans son personnage à travers le fait que comme le personnage du Witcher est très discriminé en tant que tel de par sa préposition d'être un mutant, genre. Mais malgré ça, malgré un monde qui ne veut pas de lui, il s'arrange quand même pour faire son chemin dans le monde, mais aussi rendre le monde meilleur pendant qu'il est en train de le faire. Puis je pense que même s'il y a un certain cynisme dans la narration, il y a quand même un gros optimisme dans le big picture, genre. Puis je trouve que Ouais, c'est beau à voir, genre. Ça, puis il y a plein de j'avoue. sang, C'est comme l'espoir en arrière du cynisme. Oui, Ouais. entièrement. Donc, mon numéro 5, je vais y aller avec La Tour sombre. Série de Stephen King? livres. Stephen King, oui, exactement. Et c'est pas de l'horreur. Ben, c'est pas vraiment de l'horreur. C'est plus de l'aventure, mais il y a un petit twitch d'horreur dedans, surtout dans sa description de monstres, dans sa description de situation. Tu vois qu'il est habitué, que c'est un auteur qui est habitué d'écrire de l'horreur. Mais dans le fond, c'est l'histoire d'un pistolero qui, si tu veux le décrire vraiment vulgairement, là,
puis c'est vraiment vulgairement décrit. C'est un espèce de cow-boy. OK? OK. Tu sais, qui se bat avec des fusils, tout ça, puis il est très bon à viser puis aimer, genre, comme un petit peu à la Lucky Luke, là, qui tire plus vite que son ombre, là. Puis les pistoleros, dans le fond, c'est ça, tu sais, ils sont vraiment bons, puis tout ça. Et c'est qu'ils commencent cette épique-là vers la Tour Sombre pour... Parce que là, c'est dur de ne pas embarquer dans trop d'histoires pour pas trop dire. Et il rencontre un jeune garçon, fait le voyage, tout ça. Et ce qui devait être quelque chose de vraiment simple et tout ça se transforme en gros cauchemar, en voyage entre différentes réalités, différents univers, différentes réalités. Écoute, tu as une personnage là-dedans qui a un dédoublement de personnalité. Tu as un personnage qui ne peut pas marcher. Il la tient sur son dos avec des straps pendant le moyen du travail. Écoute, c'est vraiment beau de voir comment tout. C'est comme un univers sombre, dark, mais c'est tellement beau en même temps. C'est comme, tu sais, le principe de un monde qui est tellement noir, tellement sombre, tellement gritty, puis là, tu embarques dedans, mais tu réussis à voir la beauté là-dedans. C'est comme, il y a comme quelque chose de beau puis de poétique, puis toute l'histoire de la raison de pourquoi on va vers la Tour Sombre, qu'est-ce que la Tour Sombre représente exactement, le pourquoi du comment, c'est sûr que c'est compliqué. Encore une fois, ne pas comparer avec le film. Le film n'a pas vraiment réussi à aller chercher ce que les livres étaient. Vraiment pas, selon moi. Mais excellent, je le recommande fortement. C'est de la beauté pure. Ça me fait un petit peu penser la manière dont tu décris l'univers à Mad Max, mais avec un petit peu plus de poésie, genre. Oui, mais c'est pas un univers tellement post-apocalyptique, plus que si on t'aurait à le recommander, c'est comme ça serait un mélange de steampunk, puis genre la famille Adams. OK, c'est pas Mais un lien que je m'attendais à faire, mais c'est difficile à expliquer, genre, c'est comme il y a une espèce d'ambiance, mais c'est vraiment lourd, c'est pas de la lecture facile, attends-toi pas à lire ce livre-là puis à rire ta vie, là, c'est pas de la lecture que tu fais pour lire, c'est une lecture d'aventure, c'est une lecture d'action, là. cool. Et maintenant, numéro 4. 4. OK. Oh, j'ai hésité longtemps. Par contre, ces livres-là ont quand même eu une grosse place dans ma vie, dans mon imaginaire. Puis, c'est aussi une des premières fois où j'ai été capable de me reconnaître dans un personnage. Pourquoi est-ce que j'ai Puis, peur de ce que tu vas dire? je le sais. Puis, c'est aussi une des seules fois dans ma vie, en fait, où est-ce que je lisais un livre et tous les membres de ma famille lisaient un livre aussi. Puis, c'était comme quand même le fun d'être capable d'avoir cette expérience-là. Cet avertissement dit, Harry Potter était vraiment merveilleux. C'est haut dans ma liste pour l'impact que ça a eu sur moi. C'est déchirant d'être rendu à un point où je dois hésiter, en fait, de par mes valeurs. Par contre, je tiens au bout que les livres sont bons. C'est une histoire qui a défini une génération. C'est une histoire qui a malgré tous les défauts dans les coulisses, tient son bout et mérite son bout. C'est ça qui est ça, mon Dieu. Non, mais tu sais, l'auteur s'est montré être quelqu'un de pas nécessairement très inclusive dans la L'auteur s'est vie. montré comme quelqu'un qui lisait pas ses propres livres. Oui, exactement. Mais écoute, on ne peut pas nier que Harry Potter, c'est un phénomène. Harry Potter, ça a bercé mon enfance. J'ai vieilli avec Harry Potter. Et je vais être honnête, je ne l'ai pas mis dans la liste justement parce que j'étais pas sûr. J'avais ce côté-là de moi, oui, mais est-ce que je veux embarquer dans cette affaire-là encore avec J.K. Rowling puis tout ça? Puis il y a comme une partie de moi qui essaye de mettre Harry Potter en arrière, mais en même temps, quelque chose qui a défini ta vie comme ça, c'est dur à faire, tu sais. Mhm.
Tu sais, puis je pense que l'affaire avec ne pas laisser Harry Potter derrière, c'est que je veux dire, tu as le droit, puis c'est important, mais je pense que c'est aussi être conscient que, genre, tu sais, veux pas, ces livres-là restent un produit de ses valeurs à elle, puis tout, puis il y a des choses qui peuvent être whatever. Je pense que ce qui est important, c'est de rester à l'affût des défauts de l'auteur, mais tu as le droit d'aimer quand même son affaire, tu sais. Oui. Ça veut-tu dire qu'il faut que tu lui donnes plus d'argent en ce moment, maintenant que tu le sais? Peut-être pas. Non. Par contre, ai-je déjà ces 8 livres dans ma bibliothèque? Oui, Oui. et ils resteront. Mais je vais y aller avec mon numéro 4. Oui. Anita Blake. On rentre encore dans la bitlite, cette fois-ci, la bitlite hétérosexuelle. Ah, tu me déçois. Écoute, pour bien résumer Anita Blake, la comparaison qu'on pourrait faire pour ceux qui n'ont jamais lu Anita Blake, c'est Buffy contre les vampires. Si Buffy avait été une adulte, dans un monde d'adultes, genre. Comme, c'est un peu ça, dans le fond. C'est même que la collection complète s'appelle Anita Blake, chasseuse de vampires. Euh, Puis, écoute, ils sont rendus à une vingtaine de livres. C'est rendu à une vingtaine de livres en dehors. Et encore une fois, tu as une évolution avec le personnage où c'est cette femme-là qui vit dans un monde avec des vampires. Puis elle, sa job dans la vie, c'est parce que le monde dans lequel elle vit, c'est un monde dans lequel tout le monde est au courant qu'il y a des vampires, des loups-garous, des créatures comme ça. Tout le monde le sait. Sauf qu'il y a des humains normaux puis tout ça. Et ces créatures-là ont fait une espèce de trêve avec les humains dans le sens où on ne fait pas de victimes, on ne fait pas de tout ça, nanana, on s'arrange autrement pour se nourrir, pour tout ça. Un petit peu comme Elle, True Blood. un petit peu comme True Blood, mais elle, sa job, elle travaille pour le gouvernement et sa job à elle, c'est exactement de faire en sorte de tuer ceux qui ne suivent pas les règles. Donc, tu sais, les vampires qui tuent, tout ça. Fait que les premiers livres, c'est des enquêtes qu'elle fait comme sur des affaires comme ça. Mais plus ça va, plus ça évolue, puis plus il y a des affaires qui embarquent, puis tout ça. Puis, tu sais, le livre évolue, puis le personnage aussi. Mais écoute, je suis rendu au 14e, puis à chaque fois que j'en lis un nouveau, là, genre, je suis comme, oh my God, genre, ces livres-là, ils viennent me titiller. Ils viennent me titiller ces livres-là, je les lis surtout parce que c'est comme il y a une espèce de nostalgie avec Buffy contre les vampires, mais c'est aussi mon petit côté. Tu lis pas ces livres-là pour devenir plus intelligent, tu lis pas ces livres-là pour avoir de la culture. Tu lis ces livres-là tout simplement to be entertained, genre. Ben Ça, oui. c'est ma lecture entertaining, genre. Puis, je veux dire, ça en dit beaucoup, par contre, sur les livres, si 14 livres plus tard, tu es encore en train de les lire, tu sais. Ouais, c'est vraiment bon pour vrai, là. Mhm. Numéro 3. Mon numéro 3 est la série Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Wow! Un événement absurde de science-fiction. Mais puis généralement, l'humour absurde, c'est pas quelque chose qui va m'accrocher, mais je trouve que dans un contexte de science-fiction, ça se permet tellement bien, là. Un terrien absolument perdu dans une galaxie qui est infiniment plus grande et populaire qu'il n'aurait jamais pu penser que ça l'était. Un robot avec une dépression qui, ma foi, se bat avec la mienne. C'est une blague. Tellement de choses. Je ne sais juste même pas par où commencer. C'est vraiment riche. Je pense que ce que j'aime beaucoup, c'est à quel point c'est un univers d'extraterrestres qui n'hésite pas tant à faire des extraterrestres qui n'ont pas besoin de se reprendre au sérieux ou de nécessairement avoir l'air humain du tout. Puis, tu sais, ce qui est aussi intéressant, c'est que ça prend le temps aussi de prendre des défauts qui sont comme entièrement humains, puis comme de les exagérer, genre 100 fois 1000, comme les Vogons qui sont comme bureaucratie, genre fois 1000. Puis c'est fou, puis c'est vraiment bon. Puis c'est généralement le genre de lecture que genre je vais avoir eu une longue journée, une journée qui va m'avoir vraiment drainé, puis je vais me coucher le soir, puis je vais pouvoir lire et rire en même temps. Puis c'est quelque chose de très réconfortant dans ce type d'échappatoire-là.
Vraiment, je suis d'accord avec toi. Excellente série de livres. Je tiens à préciser que le jeune homme, le gars qui a écrit les livres Artemis Fowl est Hmm. aussi le gars qui a écrit le dernier volume de Hitchhiker Guide to the Galaxy. Ah, je savais pas. Oui, Ewan Colfer. C'est vraiment cool. Au Oui. départ, le premier auteur voulait faire 3 livres, puis il a fini par en faire 4. Ce que je trouve vraiment génial. Puis très, très, très dans l'esprit de la série de se dire, je vais me faire 3 livres, oups, j'en ai fait 4. Oui, effectivement. Là, finalement, oups, j'en ai fait 5. Ouais. Numéro 3. J'y suis allé avec la chronique des vampires. La chronique des vampires, c'est les livres des vampires de Anne Rice. Donc, on parle de Interview avec un vampire, Lesta le vampire, La Reine des damnés, tout ça, et toutes les autres qui viennent après, là, qui en a beaucoup plus que juste ces trois-là, mais c'est ceux qui ont fait en film que la plupart des gens connaissent. Donc, la chronique des vampires, excellente lecture, quand même très différente des films. Tu sais, on va dire que le premier film, Interview avec un vampire, c'était quand même un excellent film, puis je ne cracherai pas dessus, là. Classique. Mais les livres ont quelque chose de plus poétique, ont quelque chose de plus érotique et quelque chose qui a été censuré dans les films, mais la relation entre les deux vampires dans le premier film, c'est une histoire d'amour. C'est pas juste des colocs, là, tu sais, c'est une histoire Mhm. d'amour. Et il y a ce niveau homo-érotique-là, que, tu sais, ils ne vont pas décrire des scènes de sexe entre les hommes puis tout ça ou nanana, mais c'est expliqué clairement, genre, je suis en amour avec cet homme-là, puis tu le vois que c'est de l'amour, là, amour, tu sais. OK. Ben, avec ce vampire-là, en fait, là. Mais excellent. C'est des livres qui méritent d'être lus. C'est sûr que c'est très hors temps, un petit peu. Il y en a qui se passent dans le passé. Des fois, ils reviennent dans le présent, ils retournent dans le passé. Des fois, ça peut être un petit peu dur à suivre au niveau de la lecture, mais c'est vraiment très intéressant. Et elle a une autre série, Anne Rice, qui s'appelle Les sorcières Mayfair. Et pour l'histoire de 3 livres, elle a mélangé les personnages de la chronique des vampires et l'histoire des sorcières Mayfair. Puis là, après ça, elle les a séparés, mais c'est comme vraiment intéressant puis de voir tout ce côté-là. Tu sais, comme je te dis encore une fois, avec de la prose, de la poésie, de la beauté. Tu sais, la scène dans le film où la petite fille vampire meurt. Ouais. Mais tu sais, il y a une scène comme celle-là dans le livre aussi, puis c'est tout aussi, c'est différent, mais c'est tout aussi dramatique, tout aussi prenant. Tu sais, il y a quelque chose qui vient te chercher en dedans, tu sais. C'est quelque chose qui réussit à te faire avoir beaucoup d'émotions, pour vrai, là. Moi, là, Non, cool. j'ai été charmé par ça. Ben, je suis content que tu en parles. C'est pas. Anne Rice, c'est plus un nom qui est nécessairement qui est nécessairement parlé encore aujourd'hui. Puis je trouve ça cool que tu puisses nous le ramener sur le bout du nez. Oh, oui, oui. Puis moi, je pense que c'est vraiment une lecture à découvrir, pour vrai. Mon numéro 2. Mon numéro 2 est. C'est une série de livres qui commence avec le premier qui se nomme L'apprenti épouvanteur. C'est une série de livres que j'ai essayé de te faire lire. C'est à noter que le protagoniste commence à l'âge de 12 ans et donc est stupide comme un enfant de 12 ans. Donc ne prend pas les meilleures décisions tout le temps. Non, Par non, contre, non. par contre, ça vaut vraiment la peine. Donc, Tom, le 7e fils d'un 7e fils qui devient l'apprenti d'un épouvanteur, un épouvanteur qui est une espèce de chasseur de monstres, des gobelins, des sorcières, des démons, tout. Puis lui apprend la méthode comme dans le temps, comme dans le Moyen Âge où est-ce qu'un forgeron prenait un apprenti. Honnêtement, encore une fois, une mythologie vraiment comme très développée, qui a son propre bestiaire, littéralement. Puis, Tom rencontre une jeune fille de son âge, Alice, qui s'avère être une sorcière. Puis, il y a une grosse part de la série qui est à gérer sur la moralité de oui, ma job, c'est de chasser les monstres, mais qui sont les monstres? Pourquoi les monstres? Puis,
Oui, il y a plusieurs faux pas qui se font. Par contre, je trouve qu'il y a un attachement là-dedans, puis c'est quelque chose, c'est une des premières séries de livres qui est venue me chercher quand j'étais jeune. Je pense qu'honnêtement, c'était pas mal mon équivalent de Thé Frisson. Euh, euh, Série qui a comme 13-14 livres. Ça vaut la peine. J'ai adoré ça. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup, beaucoup de qualités qui venaient sauver certaines critiques que l'on pourrait adresser. Euh, euh, c'est ça. C'est Oui. ce que j'aurais à dire. David, aurais-tu des commentaires? Écoute, on a souvent eu des discussions par rapport à cette série-là. Mhm. J'ai essayé d'aimer ça. J'ai vraiment essayé. Mais le personnage est trop cave. Je m'excuse. Je veux dire, je peux comprendre qu'il y a 12 ans, il est en train d'apprendre tout ça, mais ça ne donne pas une excuse pour prendre. Écoute, c'était pas mêlant. Si une décision était la pire décision à prendre, c'est celle qu'il prenait. Mais est-ce que ça Automatiquement. avançait l'histoire? Ça me turnait off. J'étais comme, ça ne se peut pas quelqu'un d'aussi pas intelligent que ça. Ça ne se peut pas. Pour moi, je décrochais parce que même quand je lis des livres surnaturels ou fantastiques puis tout ça, oui, c'est pas des choses qui se peuvent dans la vie. Mais j'ai quand même besoin que ça se fasse d'un niveau logique d'une certaine façon. Et ce personnage-là, dans ma tête, ne fait aucun sens. Je veux dire, ce personnage-là, c'est le premier qui se fait tuer dans un film d'horreur. C'est le personnage en arrière là, qui se fait piler dessus par une charrue parce qu'il n'a pas été assez intelligent pour regarder des deux côtés avant de traverser. J'ajouterais à ça, en fait, que ce serait le personnage qui est sur le bord de se faire tuer en arrière avant que son amie de fille plus intelligente arrive et dit T'es cave, mauve. Oui, Mais, exactement. mais il est en vie, tu sais, c'est ça le but. Ouais. Donc, mon numéro 2, j'y suis allé avec une série de livres quand même qui est sortie tout dernièrement, Les Contes interdits. Encore une fois, série complètement québécoise, des livres d'horreur gore, raw, dur à lire, dur, intense. C'est de la violence, c'est de la violence, c'est de l'horreur, autant de l'horreur humaine que de l'horreur dégueulasse. Et C'est des contes de fées classiques, ça, hein? dans le fond, c'est que c'est des contes de fées comme La Belle et la Bête, Cendrillon, tout ça, qui sont réécrits au goût du jour, mais version horreur puis gore. Mais ça se passe dans notre temps à nous, là, tu sais, c'est pas dans le passé ou quoi que ce soit. Écoute, juste te donner l'idée, les trois petits cochons, c'est comme une fille, c'est un gars qui vient pour essayer de retrouver sa sœur, mais sa sœur a disparu. Puis dans le fond, les trois petits cochons, c'est des hommes qui faisaient partie d'un espèce de team-up de pornographie, puis tout ça, puis qui prenaient des filles, puis qui faisaient tout ça, mais c'est trois hommes différents, tu sais. Puis lui, dans le fond, ce gars-là, il représente le loup qui va À souffler chaque sur leur maison. maison, tu sais. Dans le Fait que fond, tu bref, joues pour le loup. c'est ça. Oui, mais non, parce que le loup, c'est pas nécessairement une bonne personne non plus, mais ça. Souvent dans ces livres-là, c'est ça, c'est même le personnage principal, même les personnages que tu suis, c'est pas des personnages qui sont recommandables tout le temps. Parfois, oui. Parfois, tout ça, ça dépend vraiment, mais ça joue vraiment beaucoup sur la psychologie que tout le monde est un monstre d'une façon ou d'une autre. Et le lien commun entre tous les livres, c'est qu'il y a toujours un personnage qui va représenter la petite fille aux allumettes. Dans tous les livres? Dans tous les livres, c'est un personnage qui apparaît, un personnage avec des allumettes, une fille avec des allumettes. C'est pas toujours la même personne, mais dans chacun des livres, il y a une référence faite à la petite fille aux allumettes. C'est cool, ça? Oui. C'est vraiment le fun. Puis surtout que, mais à cette heure, quand je lis les nouveaux qui sortent, j'attends cette référence-là, genre comme je suis comme OK, elle va être où la référence. C'est excellent, mais c'est dur à lire. Il y en a même un qui a fait une grosse problématique, là, Hansel et Gretel, qui a été une grosse controverse où l'auteur a été poursuivi parce qu'il considérait que c'est de la pornographie infantile. L'auteur a gagné tout ça. Je vais être honnête, ce livre-là, je l'ai lu, puis j'ai eu de la misère à ce bout-là. C'est hardcore.
Mais il y a beaucoup de hardcore puis de tout ça. Tu sais, c'est vraiment, moi, ce que je dis, âme sensible, s'abstenir complètement, là. Numéro 1, des numéros 1. C'est aussi une série de livres que j'ai essayé de te faire lire, à laquelle tu as aussi abandonné. Oh mon Dieu, tes deux premiers, c'est deux que j'aime pas. OK. Oui. Mais c'est bien, je te pardonne pour tes crimes contre l'humanité. Donc, le nom de la série, c'est Lorien Legacies, mais le film qui ont été faits et le premier livre se nomme I Am Number 4. Ah mon Dieu, que dire? Premièrement, le film a été massacré par Michael Bay, de un, et a scrappé toute autre possibilité. Mais par contre, donc, I Am Number 4, série qui suit le numéro 4, qui est un Extraterrestre. des 9 adolescents d'une race extraterrestre maintenant éteinte, détruite par une autre race extraterrestre extrêmement violente et capitaliste, qui ont trouvé exil sur la Terre, puis avec 9 gardiens respectifs. Puis parce que à cause d'un charme de protection, ne peuvent être trouvés et exterminés dans l'ordre précis. Donc, on suit le numéro 4. Numéro 4 qui est... C'est un jeune homme américain qui déménage dans une petite ville et se trouve, ma foi, dans une petite vie très banale pour un gars avec une backstory absolument pas banale partout. Mais, des super pouvoirs, des romances vraiment bof, jusqu'à ce qu'elles ne le sont plus. Puis c'est juste, mon Dieu, comment je te dirais? J'ai adoré cette série-là parce que c'est un sci-fi qui, je lisais les livres une page à l'autre comme absolument sans pouvoir m'en arracher. J'ai fait des 24 heures complets à aller lire et à aller lire et à aller lire. Ils ont fait j'espère que je ne me trompe pas, 10 livres main, puis entre chaque livre, il y a comme des petites nouvelles qui sortent pour comme complémenter l'histoire, puis le background des personnages. Ils ont même fait une série qui suit ça par rapport aux retombées de la première série, puis où est-ce que le monde en est là. Puis je suis en amour avec tout, honnêtement. Ça a passé d'une série de livres qui, en fait, ça passait d'un livre que je ne pensais pas grand-chose à une chose qui, en fait, la série de livres qui a comme une des places les plus proéminentes sur sur ma bibliothèque. Il y a des critiques à y adresser. J'ai essayé d'aimer cette série-là. Je me suis forcé. J'ai lu les 3 premiers livres. Puis j'essayais d'aimer ça. J'ai essayé. J'étais juste pas capable. J'embarquais pas. J'étais pas. Puis c'est pas que c'est des mauvais livres. Je pensais que c'était pas des livres. Là où que ça commençait à être épique, mais c'est correct. C'est correct. Mais je pense que c'était juste une série qui n'était pas faite pour moi. C'est tout. Mais, tu sais, je vais dire. J'ai fait lire en anglais. Peut-être que je n'ai pas accroché à cause de ça aussi. Ça n'a sûrement pas aidé. Il faudrait peut-être que je réessaye de les lire en français pour voir ce que ça donne. Je vais y aller avec mon numéro 1. Donc, pour ceux qui auraient remarqué, 90% de ma liste jusqu'à maintenant, c'était soit horreur, sombre, dark, des choses comme ça. Avec mon top 1, on s'en va dans quelque chose de complètement différent. Le journal d'Aurélie Laflamme. Écoute, cette série de livres-là, j'ai commencé à la lire, j'étais un petit peu plus jeune. J'attendais le prochain. C'est un peu comme Harry Potter. J'attendais le prochain livre ardemment. J'ai eu de la peine quand ils ont annoncé que ça allait être le dernier livre. Ils ont fait un livre par la suite quand elle est plus vieille. Je l'ai acheté la journée qui est sortie. Je l'ai dévoré en quelques heures. Puis c'est pas une histoire d'horreur, au contraire. C'est juste l'histoire d'une adolescente comme tous les autres. Son père est décédé, elle vit avec sa mère. C'est sa vie. Dans le fond, écrit dans la format d'un journal intime, c'est sa vie, ses histoires d'amour, ses histoires de cœur, ses histoires
tout ce qui se passe dans sa vie, dans le fond. Tu sais. Puis c'est vraiment intéressant dans le sens où il y a quelque chose de beau, de le fun à la suivre. Puis, tu sais, il n'y a rien d'horreur, il n'y a rien. C'est sûr il y a du drame parce que c'est un livre pour adolescents, mais c'est pas du drame genre comme à la série télé. Tu sais, c'est des choses normales auxquelles une adolescente ou un adolescent va passer au travers. Et il y avait une espèce de réconfort à lire les Aurélie Laflamme pour moi. Pour moi, les Aurélie Laflamme, c'était beau, c'était humain, c'était. Écoute, c'est des livres que je relis de temps en temps parce que juste, c'est rare que je relis des livres, là, que je relis de temps en temps parce que ça me ramène dans une espèce de confort, dans une espèce d'amour, c'est vraiment merveilleux, c'est vraiment beau. Encore une fois, ils ont fait 2 films. Le premier film qu'ils ont fait, c'était l'histoire. Oui, ils ont fait 2 films. Le premier film, c'était l'histoire du premier livre. Et le deuxième film, c'était l'histoire du dernier livre. Oh, il y a bien des histoires qui ont manqué, hein? Oui, mais c'était quand même des bons films. C'était pas mauvais, les films, pour être honnête. Là. Ils ont quand même fait là, une bonne job pour les films, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Mais les livres, là, je vous les recommande. C'est vraiment là. C'est pas tout le monde qui aime les petits livres pour adolescents cute, là, du genre. Mais c'est plus intelligent que le journal d'une princesse. C'est plus le fun que la vie intime de Léa Olivier. Il y a quelque chose à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup de livres de le journal intime de telle affaire ou livre format journal intime. C'était quelque chose de nouveau, tu sais. Il y avait ça aussi. Mais c'est vraiment, je le recommande à tout le monde là, pour vrai, c'est merveilleux. Puis oui, c'est un livre pour adolescents, pour un livre pour jeunes, mais écoute, c'est pour les parents qui ont oublié c'était quoi d'être jeune, pour les personnes qui se rappellent c'est quoi leur jeunesse, qui veulent peut-être retomber là-dedans, allez-y, faites-vous plaisir. La vie est belle, les oiseaux chantent. Oui, très bon choix. Oui. J'applaudis. Écoute, ça m'a pris du temps pour lui, pour vrai, parce que, tu sais, puis je sais que je les ai placés plus ou moins en ordre, là, que ce que j'avais fait, je les ai placés plus ou moins. Il y en a que, tout dépendamment de quand est-ce que tu me parles, ils pourraient bouger de bas en haut, là. Mais Aurélie Laflamme, ça va rester un de mes top 1, genre jusqu'à la fin des temps. Là. Et c'est ça. S'il y a un autre Aurélie Laflamme qui sort éventuellement, je l'achète. C'est pour maintenant, je l'achète. Ben écoute, génial. C'est vrai que le film était très charmant. J'ai pas lu les Aurélie Laflamme. Par contre, je te les recommande pour vrai, là. Pour vrai. Ben, je te recommanderais mon numéro 1 aussi, mais on sait comment ça finit. Ça finit par un meurtre. Ça finit au troisième page. Attention, Jonathan, je suis derrière toi avec un couteau. Oh non! Ah! Mais bon, sur ce, le podcast tire maintenant à sa fin. Et évidemment, que fait-on vers la fin du podcast? On donne un conseil / recommandation de la semaine. Donc, quel est ton conseil / recommandation de la semaine? Si jamais, en ce temps de pandémie infinie, vous décidez que vous vous sentez mal parce que la pièce est comme trop petite autour de vous, ouvrez donc une fenêtre, mon Dieu, respirez, c'est un bon truc à se rappeler de faire. Effectivement, ouvrir une fenêtre pour respirer, excellent conseil. Moi, je vais y aller avec. En fait, j'allais y aller d'ouvrir une fenêtre, mettre un petit peu d'air froid pour pouvoir vous emmitoufler dans une couverte sur le divan. Mais là, vu que tu viens de dire ouvrir une fenêtre, tu viens de me couper un peu mon conseil. Ben, je vais surfer sur ton conseil. Fait que, suivez son conseil. Puis quand vous avez suivi son conseil, emmitouflez-vous dans une grosse doudou sur le divan. Puis comme, prenez le temps là, de vous faire un moodé, là, une soirée là, de transformez-vous en burrito. Oui. Ah, mon Dieu. C'est tout. Puis écoutez la télé avec un chocolat chaud. J'ai fait un chocolat chaud à mon chum la semaine passée, je pense. Écoutez, merveille. Ça fait du bien. Tu fais cuire du lait sur le poêle, tu fais fondre du chocolat dedans. Écoute, 2-3 petites guimauves, là. Génial. Superbe. Et on se revoit la semaine prochaine alors qu'on dit à nos amis pourquoi on les aime. Oh.
Es-tu malade? Je ferais jamais ça.